Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, la Gazette des communes, au-delà du magazine que vous connaissez sans doute bien, c'est aussi, comme on peut le voir sur la slide suivante, plus de 300 formations. Des formations, il est important de le dire, qui sont agréées pour la formation des élus, éligibles à mon compte élu, et bien évidemment un organisme de formation certifié Calliope pour les actions qu'il mène. Donc 300 programmes de formation, plus de 1000 sessions programmées chaque année, 9 stagiaires sur 10 qui recommandent nos formations et un panel de plus de 200 formateurs dont Christophe Barbara, que nous recevons ce matin, fait partie. Et donc, vous le verrez également sur la salle suivante, ce sont des inters, des intras, des classes virtuelles, du e-learning sur un certain nombre de thématiques telles que le management, les ressources humaines, une nouvelle thématique sur la transition climatique avec un certain nombre de sujets tout à fait d'actualité. Et puis, la gestion technique dont fait partie la formation dont nous allons parler ce matin et qui est animée par Christophe Barbara qui nous accompagne. Donc, cette formation, c'est GEMAPI du bon état des eaux en 2027. Vous le savez, les échéances 2027 qui se rapprochent sont importantes et c'est pour cela que nous sommes avec vous aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a d'autres implications. On va parler là de la GEMAPI, du risque inondation, mais vous savez aussi qu'il y a des sujets d'actualité tels que le petit cycle de l'eau avec des transferts obligatoires d'ici janvier 2026, même si de nouvelles souplesses sont venues accompagner cette obligation. Et puis tout ce qui est eau pluviale. Donc voilà, des sujets véritablement d'actualité sur lesquels nous sommes là pour vous accompagner. Donc Christophe Barbara, que je remercie d'être avec nous, est directeur d'études, ingénieur conseil et qui est juriste expert en ingénierie environnementale et développement des territoires. Il est géographe et expert en ingénierie et droit de l'environnement, notamment spécialisé en politique publique et développement durable des territoires auprès desquels il travaille depuis plus de 10 ans maintenant. D'abord en tant qu'ingénieur, donc on l'a dit, puis au travers d'une activité de conseil et d'expertise et de formation en partenariat avec de nombreuses structures et notamment Territoire Conseil. Et c'est aussi un ancien élu communal et intercommunal, durant lequel il a pu expérimenter et appréhender finement les enjeux des acteurs et les logiques politiques et stratégiques des territoires. Et puis enfin, signalons qu'il enseigne à l'université et en grandes écoles depuis 10 ans. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir, un honneur de le recevoir ce matin à travers cette thématique. N'hésitez pas pour votre part tout au long du webinaire, grâce au petit module questions symbolisé par un point d'interrogation que vous avez sur le menu, à les poser. Et puis, je les relayerai à l'issue de son intervention. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon webinaire à tous. Je vais laisser la parole à Monsieur Barbara et je vous rejoins à la fin pour poser les différentes questions que vous auriez. Bon webinaire à tout à l'heure. À vous la parole, Monsieur Barbara. Merci beaucoup, bonjour à tous. L'objectif de ce webinaire de trentaine de minutes, c'est bien sûr de pas forcément apporter les solutions et les réponses réelles à toutes vos questions potentielles que vous auriez sur cette problématique qui est déjà assez présente. La question de la GEMAPI, l'idée c'était de rebalayer sur ce que c'est pas et les différents aspects et les obligations pour introduire la suite qu'on pourrait aborder dans le cadre de cette journée de formation. C'est l'expertise déployée sur ce sujet-là, elle émane surtout d'un travail de terrain réalisé dans le cadre d'une mission de conseil auprès de Territoire Conseil donc qui était anciennement Mairie Conseil, aujourd'hui la Banque des Territoires, donc pendant 6 ans sur la totalité des territoires français, y compris l'outre-mer, sur justement cette prise de compétence GEMAPI. L'État, le législateur a fait des transferts de compétences, c'est très bien, mais maintenant, qu'est-ce que l'on faisait? Donc l'idée était surtout d'accompagner les territoires dans la définition, la précision, et puis guider un peu plus que ce que pouvait faire l'État à cette époque-là, pour essayer d'y voir clair sur cette compétence qui a la particularité justement
d'être assez pluriel, d'où mon propos introductif sur c'est pas la GEMAPI, mais en fait des GEMAPI. Il y a autant de GEMAPI que de territoires. Et ça recoupe plein de dimensions avec plus ou moins d'appétence ou d'appréhension sur certains sujets. Ça doit de toute façon répondre aux grands enjeux et là il me semblait important de revenir dessus parce que en fait vous avez tous été la tête dans le guidon dans cette prise de compétences, mais il ne faut pas oublier aussi la perspective, le ce pourquoi la GEMAPI a été faite. Et c'est pas anodin, notamment dans ce cadre du bon état. Je vais y revenir. Il y a un calendrier que vous connaissez sans doute, mais je préfère y revenir parce qu'il est multiple et il sert à la fois sur la compétence elle-même, mais aussi beaucoup sur la question du risque et de la question des digues, par exemple, qui vous préoccupe beaucoup pour certains, pour les territoires concernés, parce qu'il y a des enjeux financiers très importants et puis des enjeux de risque très forts. Et on va y revenir ensuite sur la question de la gouvernance. C'est souvent un sujet, un débat fort. La GEMAPI était censée simplifier une gouvernance qui était multiple. Force est de constater depuis maintenant quelques années que c'est pas aussi simple que ça et que on va voir ce qui était en théorie dans la tête du législateur et ce qui est vraiment en pratique par rapport à la réalité de votre terrain, des responsabilités qui vont avec, des outils et le levier fiscal, le levier financier, qui est un peu le nerf de la guerre, qui remonte tout le temps chaque année dans les différents rapports. C'est pas à vous que je vais je vais apprendre ce sujet-là. Justement, dans les 30 minutes, on ne pourra pas détailler tout cela complètement, mais la taxe existe, mais enfin voilà, elle a des limites. Et ce qui est intéressant, c'est de faire remonter aussi au service de l'État. C'est ce qui se passe dans les différentes missions parlementaires et dans vos associations de représentation des différentes structures, Intercommunalité de France, Association des maires de France, remonte régulièrement le fait que la taxe, c'est bien, mais c'est ni l'alpha ni l'oméga de la capacité de financement que vous pouvez avoir, et puis ça a beaucoup de limites. Et donc voilà, ça sera intéressant de revenir dessus. Alors, la GEMAPI, c'est c'est un terme générique, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. En fait, et ça, c'est toujours un sujet, un débat permanent qu'on a encore aujourd'hui. Et je vous avoue, quand on interroge les différents protagonistes notamment dans le cadre des débats parlementaires de l'époque, c'est toujours compliqué de savoir pourquoi le 1, 2, 5, 8 et pourquoi pas le 3, le 5, sachant que tout est lié dans cet article. Bon, disons que partons du principe que c'est comme ça. La GEMAPI recouvre 4 items des 12 items du L211-7 du Code de l'environnement. Le premier, le deuxième qui porte sur les bassins. Le premier, l'aménagement de bassins versants, donc c'est à grande échelle. On est sur des grands bassins hydrographiques, le reméandrage, etc. Le deuxième, c'est sur une échelle beaucoup plus réduite, l'entretien et l'aménagement de cours d'eau, de canals, tout ce qui concerne milieu aquatique au sens très large. Le troisième, donc qui est l'item numéro 5, c'est la défense contre les inondations et contre la mer, donc qui ne concerne pas forcément tous les territoires directement, mais potentiellement de manière indirecte dans cette logique de bassin versant. Et le dernier, là on parle plutôt d'espèces et de milieux au sens biodiversité, la protection et la restauration des sites et des écosystèmes aquatiques. Voilà, ces 4 items-là relèvent de la GEMAPI. Tout ce qui est en bleu relève de ce qu'on appelle le hors GEMAPI. Alors, le premier point d'étape, en général, quand on se lance dans la GEMAPI ou quand vous avez dû le faire, c'était de définir ce qu'on mettait dedans et ce qu'on mettait pas dedans, notamment dans le cadre de la modification de vos statuts. Et il y a toujours eu ce débat-là entre ce qui est bleu et ce qui est rouge, sachant que la règle, c'est que ce qui est rouge, ce qu'on arrive à faire rentrer dans la GEMAPI, eh bien, on peut le financer avec la taxe. C'est surtout ça, en gros, le gros intérêt. Et le deuxième, qui est lié, c'est ce qui est rouge relève de la compétence GEMAPI, qui est définie par la loi MAPTAM et la loi NOTRe, qui est une compétence obligatoire dédiée aux intercommunalités sans distinction depuis le 1er janvier 2018. Il faut savoir qu'au départ, c'était le 1er janvier 2016, donc il y a eu 2 ans de décalage avec un calendrier particulier. Ce qui est important de rappeler aussi, contrairement à à plusieurs compétences communautaires, c'est que la GEMAPI, et ça a été rappelé dans les travaux parlementaires, il n'y a pas d'intérêt communautaire possible. Alors, c'est particulier de dire ça, mais je l'ai vu plusieurs fois, des tentatives. Alors, parfois ça passe pas, mais il faut être prudent là-dessus. Vous ne pouvez pas choisir de tel milieu je le prends, tel milieu aquatique je ne le prends pas. Ça rentre dans la GEMAPI. Après, vous pouvez très bien imaginer par des stratégies d'intervention, hiérarchiser, programmer les travaux, etc. Mais vous ne pouvez pas faire le choix de ne pas traiter un sujet. En tout cas, c'est risqué d'un point de vue exercice de la compétence et ce n'est pas prévu par la loi. Il n'y a pas d'intérêt communautaire possible.
Et ce qui en fait toute la difficulté de définition de cette compétence, en l'occurrence, puisque la GEMAPI est à des contours très flous et pour une fois, c'est un peu le constat et le message qu'on faisait passer, l'État avait souvent tendance à dire, à imposer les choses, c'est comme ça et pas autrement. Là, finalement, c'est prenez ces 4 thèmes-là et mettez ce que vous avez de votre territoire dedans et saisissez-vous vous-même de cette compétence. Donc, ce qui est aussi assez compliqué puisque ça nécessite un travail de qualification préalable à faire et de définition par rapport à son propre territoire. Il n'y a pas un territoire qui a pris en compte et a pris en charge la GEMAPI de la même manière. La GEMAPI comporte également plusieurs aspects, ce qui fait aussi sa complexité, c'est-à-dire qu'en gestion de l'eau et des milieux aquatiques et prévention, protection des inondations, en fait, ça recoupe, vu qu'on traite de milieux, ça recoupe plein d'aspects. Et c'est aussi toute la difficulté dans le cadre de la mise en œuvre de vos politiques publiques, c'est il y a un aspect environnemental, c'est certain, mais les milieux aquatiques sont aussi souvent support d'autres activités, d'autres politiques publiques, le social, l'énergie, les paysages, le loisir, l'urbanisme, ce qui vient complexifier davantage la mise en œuvre de cette politique qui est à la base, qui est transversale. Et ce qui a été rappelé en introduction, la GEMAPI fait partie des 3 compétences du cycle de l'eau, eau, assainissement, qui relève d'un calendrier particulier avec des prises de compétences particulières, et GEMAPI. Tout ça permet aux collectivités l'objectif de répondre à la gestion, la prise en charge du cycle de l'eau, du petit cycle de l'eau à l'échelle locale. La GEMAPI, juste pour remettre en contexte, parce que souvent c'est là aujourd'hui vous l'exercez, il faut bien rappeler ce à pourquoi elle a été faite. Il y a un contexte d'enjeux environnementaux très fort. On est sur une approche où viennent se télescoper encore plus aujourd'hui qu'au moment où elle a été définie en 2014. Les enjeux climatiques sont de plus en plus présents, de plus en plus importants. Le risque d'inondation qui va avec, la sécheresse, la qualité et l'entretien des cours d'eau, tous ces enjeux environnementaux aujourd'hui s'avèrent de plus en plus présents, prégnants sur les territoires. On voit les conséquences que vous devez gérer aujourd'hui, notamment on est au mois de mars, on a déjà des pénuries d'eau, ce qui est aujourd'hui dans notre système. Il faut savoir que dans le droit français, dans le droit de l'eau, on a un des droits de l'eau les plus structurés, les plus complexes aussi, mais les plus anciens, notamment de l'Union européenne. Normalement, le dernier recours, c'est l'approvisionnement en eau potable. Quand on voit qu'aujourd'hui certaines communes au mois de mars sont privées d'eau potable parce qu'il y a un sujet de gestion de la ressource, ça doit réellement interroger sur l'efficacité de prise en compte de ces enjeux-là, notamment quantitatifs et qualitatifs. Vous avez des enjeux réglementaires. La GEMAPI, elle a été faite aussi pour accélérer la traduction de 2 directives, la directive inondation de 2007 et la directive cadre sur l'eau de 2000. C'est pour ça qu'on parle de bon état des eaux. Il ne faut pas oublier que la GEMAPI sert avant tout à ça. On a une gouvernance locale, notamment sur une gouvernance de l'eau particulière. La première loi sur l'eau, qui date des années 60, avait déjà structuré la logique par bassin versant, confortée par la loi de 92. Et justement, viennent s'imbriquer cette logique administrative avec des frontières pas toujours évidentes à gérer, puisque le droit de l'eau et notre gestion de l'eau en France se fait par bassin hydrographique et non pas par unité administrative, ce qui va littéralement complexifier son action. La GEMAPI, le fait de tout passer obligatoirement à l'échelle intercommunale, était censé apporter une cohérence d'ensemble et une approche transversale sur ce sujet de l'eau. Je ne vais pas vous faire grief vous le vivez au quotidien, ça c'était la théorie, en pratique c'est pas si simple que ça. L'autre intérêt, c'était de fonctionner solidarité amont-aval, notamment pour gérer les risques d'inondation. Les territoires concernés le savent bien, surtout quand on est en tête de bassin. Vous avez cette logique-là de vous concentrer ce qui se passe en amont. Et plus l'action pour contrôler les crues, il y a aussi une action amont à faire. Plus vous avez une gestion du ruissellement des eaux pluviales et du risque d'inondation en amont, plus la gestion en aval est pas plus simple, mais plus efficace, à normalement moindre coût. Mais c'est une logique, c'est une stratégie à avoir à une échelle de bassin versant, parfois de grande ampleur. C'est important de rappeler, et souvent quand on le présentait, quand on a fait notre tour de France des associations des maires de France,
Il y a 2 sujets, sur lesquels c'était important de rappeler. La finalité inondation d'abord, le risque d'inondation relève de la police du maire, de la gestion du risque sur un territoire. Vous le savez bien au quotidien, notamment à chaque problématique et chaque catastrophe. Il y a une directive de 2007, il y a un décret dit, décret DIC de 2015, modifié en 2019. L'objectif du volet PI de cette compétence, c'est de renforcer la performance des dispositifs de lutte contre les inondations via un système un peu complexe puisque c'est à vous de définir le système d'endiguement et ce qui permet de protéger la population et à quel niveau de protection. Comme toute politique de risque, il y a une obligation de moyens. On ne peut pas être sur du risque zéro, donc ça ne peut pas être une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée. On va le voir quand on reverra les interlocuteurs et vous êtes les premiers concernés. Vous savez bien que la question du risque, surtout quand on est dans des territoires à risque très fort, la question du risque cristallise beaucoup, crispe beaucoup parce qu'il y a un enjeu humain derrière. Là, on ne parle pas de stratégie, on parle d'humain, d'humain et de biens matériels avec des conséquences souvent très importantes et dramatiques quand ça arrive. Et un sentiment aussi d'être démuni par rapport on le voit dans certains secteurs, chaque année, notamment je pense aux épisodes Sevenol dans le sud de la France où ça tombe systématiquement et ça devient de plus en plus compliqué. Et là, la GEMAPI est censée, entre guillemets, apporter une cohérence d'ensemble. En pratique, c'est loin d'être évident. La deuxième finalité, et celle-là en général, elle est moins perçue, elle est moins connue parce que justement, elle est moins, comment on dit, perceptible sur le territoire, en tout cas et de manière immédiate, c'est la finalité justement liée à la GEMA. Le volet GEMA accompagne la traduction de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau qui date de 2000, hein, qui fixait, je vous le rappelle, un objectif de bon état des eaux, quantitatif et qualitatif. 2015, c'était la première échéance, ensuite 2021 et 2027, donc 2 dérogations possibles. 2015, c'est déjà loin et à peu près à cette époque-là, la moitié des nappes d'eau n'étaient pas forcément concernées, n'étaient pas forcément en bonne passe d'atteindre le bon état. Aujourd'hui, le bilan 2021 est guère plus intéressant, enfin plus, disons plus probant, puisque on remarque que certaines masses d'eau qui étaient en bon état en 2015 ont perdu l'état du bon état. C'est aussi toute la stratégie et l'enjeu, c'est de, une fois qu'on a atteint le bon état, il faut le maintenir dans la durée. Il faut savoir qu'en fait, ce qui est, alors c'est pas caché, hein, c'est bien dans l'article 112 de la loi NOTRe, hein, qui instaure et qui institue, qui confirme cette prise de compétence obligatoire à l'échelle intercommunale, mais il faut voir aussi ce qu'il y a derrière, hein. À partir du moment où on rend compétent une structure, où on considère que cette structure a les moyens, puisqu'on lui permet de lever un impôt, une taxe complémentaire, eh bien, on considère qu'en cas de défaillance, au moment où l'État français va devoir rendre des comptes en 2027 auprès de l'Union européenne, on considère que les territoires qui n'auront pas atteint le bon état, plutôt que de faire payer l'amende de manière globale sans distinction et de pénaliser les territoires qui ont fait des efforts, eh bien, il y aura une mise à contribution avec une quote-part qui n'est pas encore définie, bien sûr, hein, qui fera l'objet de débats à l'Assemblée, enfin, au Parlement. Il y aura, sachez que c'est aussi un des intérêts de la GEMAPI, hein, c'est de mettre à contribution aux territoires les moins ayant le moins bien, je vais être très trivial, travaillé sur ce sujet-là. On verra que c'est complexe parce que vous n'avez pas forcément toujours la maîtrise pour y arriver, mais sachez que le fait d'être devenu compétent en GEMAPI alors, au 1er janvier 2020, enfin 2018 et 2020 de manière complètement globale, sans les différentes aides de l'État et du département et de la région, vous rendra, vous conditionnera à ce paiement d'amende potentielle et on est quasiment certain qu'il y aura une amende, hein, comme beaucoup de sujets environnementaux vis-à-vis de l'Union européenne. Donc c'est important de l'avoir en tête parce que 2027 c'est bientôt et que dans certains territoires il y a des efforts qu'on peut encore arriver à faire, dans d'autres, disons qu'il y a une approche un peu différente à porter parce que c'est très compliqué, ça sera très compliqué d'atteindre le bon état. Le calendrier, je vous le rappelle, il est assez diffus. On est déjà en 2023. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là où je veux effrayer personne, parce que je sais que certains territoires ont la période transitoire de définition de la prise de compétence GEMAPI entre 2018 et 2020, elle est encore en cours pour diverses raisons, ce qui ne facilite pas du tout en fait la mise en œuvre et la prise en charge. Souvent en fait, certes, les statuts ont été modifiés pour intégrer cette compétence, mais il n'y a pas eu forcément de mise en action derrière pour diverses raisons.
Sachant que voilà, il y a un calendrier qui est défini, notamment le calendrier sur les digues. Alors là, il est encore plus important en matière de gestion du risque, puisque les échéances fixées, au-delà de ces échéances, 2023, c'est cette année. Il faut savoir qu'à partir du moment où l'autorité en charge des différents dispositifs du système d'endiguement, des aménagements hydrauliques, donc en gros tout ce qui permet de lutter contre les inondations, si les démarches administratives n'ont pas été faites, hein, les dossiers loi sur l'eau, les études de danger, etc., n'ont pas été faites et accordées d'ici la fin de l'année, il y a une potentialité de déclassement, de requalification de ces ouvrages-là. Ça voudrait dire que derrière, ça met en danger, ça met en responsabilité la structure, puisque la procédure administrative n'a pas été respectée dans les temps. Alors, il y a un sujet, mais il y a un assouplissement qui a été fait par le décret de digue de 2015 par une mise à jour en 2019. Néanmoins, en fait, ces échéances restent importantes à garder pour éviter au maximum de mettre en responsabilité, ou en tout cas à bien préparer cette mise en responsabilité. Il faut savoir que 2024, c'est aussi la date de transfert des digues de l'État. Alors, pour ceux qui sont concernés, il y a un an, quand on avait discuté dans certains territoires, ce qui était assez inquiétant, c'est que l'État disposait de très peu d'informations sur ses propres digues et les territoires qui devaient récupérer ces digues au titre de la GEMAPI étaient bien embêtés parce qu'ils allaient devenir responsables de choses dont ils n'avaient absolument aucune connaissance technique avec très peu de moyens. Donc, c'est a priori encore par endroit le cas, il y a vraiment de grosses discussions. Mais sachez que c'est l'échéance, en tout cas a priori toujours valable, 2024. Les digues de l'État reviennent aux autorités dites GEMAPiennes. Bon, le législateur avait dans son idée, au moment où il a institué cette compétence, en fait, ce qui est intéressant et important à avoir en tête, c'est que les 12 items du L211-7, donc le L211-7, c'est ce qui permet, sans parler de GEMAPI, de faire ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt général, d'intervenir sur des biens privés via une procédure d'enquête publique. En fait, on a ciblé les 4 items et dans la logique, c'était de dire, pour gérer ces 4 items, on passe vu que chaque commune pouvait se saisir des différents items du L211-7, les 4 ciblés GEMAPI vont automatiquement passer à la même échelle, c'est-à-dire à l'échelle intercommunale. Et soit l'intercommunalité détient l'ensemble des compétences techniques qu'elle est capable de piloter, etc., seule sa compétence, hein, ça arrive, elle est maître d'ouvrage de toute façon de l'ensemble de la mission GEMAPI. Et elle peut, vu qu'on gère des bassins versants, déléguer et ou transférer tout ou partie de sa compétence à des structures donc supracommunautaires, des syndicats mixtes notamment, qui ont des statuts particuliers, donc les EPAGE, hein, les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, et les EPTB, hein, les établissements publics territoriaux de bassin, qui eux existaient avant la GEMAPI, mais qu'on a remis dans le système de gouvernance GEMAPien. Les EPTB, il n'y en a pas partout en France, hein, mais les EPTB sont en général à l'échelle des grands bassins versants pour coordonner hein, cette logique de bassin. Il y en a normalement sur les grands bassins, la Seine-Normandie, etc. Ça, c'est en théorie. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'en fait, en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça par endroit, qu'il y a des syndicats historiques de rivières, de bassins, qu'il y a des recoupements territoriaux. Alors, l'avantage de cette compétence par rapport à d'autres, c'est qu'elle est sécable, à la fois dans son contenu et dans son territoire. Bon, c'est intéressant, mais ça va largement là où c'était censé amener de la cohérence et de la lisibilité. Finalement, cette souplesse a priori de mise en œuvre de la GEMAPI rend particulièrement complexe par endroit sa mise en œuvre réelle. Là, je vous ai mis 2-3 exemples, mais il y en a des multiples où vous avez le PCI à fiscalité propre qui est compétent en matière de GEMAPI, sauf que sur son territoire, il y a plusieurs bassins versants avec plusieurs niveaux, des syndicats mixtes, voire la même structure, le même bassin et sur plusieurs EPCI. Donc, à un moment donné, cette solidarité amont-aval, il faut qu'elle se fasse bien quelque part. C'est extrêmement complexe à l'échelle locale et c'est à ce moment-là qu'il faut choisir en fonction de son diagnostic de départ quel mode, soit je le fais en régie, je transfère ou je délègue. Soit je délègue tout ou une partie de ma compétence sur tout ou sur une partie de mon territoire. Là où ça devait être simple, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça et ce qui fait que
Je ne sais pas où vous en êtes, vous, de manière respective, mais sur certains territoires avec lesquels je travaille sur ce sujet-là, le schéma de gouvernance est encore en cours de définition. Parce qu'il y a encore des historiques politiques de syndicats et de structures qui font que. Qui dit structure dit responsabilité. On va faire rapide. La GEMAPI ne change rien par rapport à la responsabilité du propriétaire riverain. Le propriétaire privé riverain d'un cours d'eau, d'un milieu aquatique est toujours tenu d'entretenir ce cours d'eau. Il a toujours la responsabilité des ouvrages dont il est propriétaire. La GEMAPI n'oblige pas l'autorité gémapienne à devenir propriétaire de tous les ouvrages, notamment de protection de lutte contre les inondations. À partir du moment où le propriétaire gère comme il faut, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, la GEMAPI, et donc c'est la nouvelle responsabilité, le PCI a la responsabilité, disons, de la supervision, de la performance des ouvrages. Elle est tenue de faire agir, de faire respecter, ce qu'on appelle de faire gérer, pardon, euh, selon les règles de l'art, les ouvrages qu'elle aura intégrés dans son système d'endiguement. Le maire, et ça aussi, ça a été pas une surprise, mais quand on discutait avec les élus, en fait, la GEMAPI ne supprime pas les responsabilités existantes, elle en crée d'autres, elle va les déporter un peu plus, mais la responsabilité pénale du maire, la responsabilité en matière du risque reste toujours la même. Le maire est toujours responsable, a toujours ses pouvoirs de police, a toujours la responsabilité de la police de l'urbanisme, a toujours l'obligation d'organisation de la sécurité et de la salubrité sur son territoire. Ça ne change pas. Ça veut dire que les autorités gémapiennes, EPCI et syndicats en fonction de la gouvernance choisie, doivent continuer de travailler avec les communes, avec le maire, puisqu'il reste responsable. Et on oublie un peu trop souvent l'État. L'État, il a une responsabilité de contrôle. Il l'oublie un peu trop souvent que parfois, il tape sur les collectivités, mais en même temps, la décision, il l'a contrôlée, il l'a validée. Hein. C'est lui qui délivre les autorisations administratives et en plus, il a la responsabilité de ses propres digues et ses propres ouvrages. C'est pas anodin de le rappeler de temps en temps, parce que l'État, dans certains territoires, était assez peu facilitateur dans la prise de compétences GEMAPI, mais oubliez que par moment, il faut aussi qu'il a des responsabilités et qu'il est là aussi pour accompagner, encadrer, et pas juste être en contrôle, mais aussi en accompagnement, et pas oublier qu'il est aussi acteur important de cette compétence. Il y a trois principaux familles d'outils, les outils financiers, notamment sur la taxe, mais aussi les subventions qui existent et qui perdurent. Les outils de planification, la GEMAPI rentre, c'est une approche stratégique à l'échelle territoriale à différents niveaux. Les documents d'urbanisme, les PPRI, les SAGE, les SDAGE, etc. Et tous les outils de maîtrise foncière. Alors, quand je dis maîtrise, ça ne veut pas dire acquisition foncière. C'est juste que on gère des milieux et donc on doit pouvoir intervenir sur ces milieux, soit directement, soit indirectement, mais il y a différents outils qui existent. Et quand on fait de la GEMAPI, eh bien, on doit mobiliser cette boîte à outils. Un dernier panel sur la taxe, juste pour rappeler qu'elle existe et ce qu'elle est et surtout ses limites. Elle n'est pas obligatoire, elle est facultative, elle est affectée aux dépenses GEMAPI, hein, c'est une taxe fléchée, on ne peut pas l'affecter à autre chose. Jusqu'à présent, elle n'est pas territorialisable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la moduler comme la taxe d'aménagement par exemple, en fonction des zones du territoire, c'est tout le monde paye la même chose. Alors, je module ça, tout le monde paye la même chose en fonction vu que c'est adossé aux 4 taxes locales, j'enlève maintenant la taxe d'habitation, même s'il y a des mécanismes un peu plus compliqués maintenant. C'est une taxe qui s'adosse aux 4 taxes locales, aux 3 grandes taxes locales existantes aujourd'hui. En fait, c'est simple, vous votez un montant de produit attendu. Pour ça, il faut avoir un diagnostic et un programme pluriannuel d'investissement. Vous votez le montant de produit attendu chaque année. Il ne peut pas être plafonné, réparti à plus de 40 euros par habitant. Alors, ça, c'est juste un indicateur, 40 euros par habitant, puisque c'est pas, tous les habitants ne sont pas des contribuables, c'est un indicateur, juste pour donner un plafond. Vous délibérez sur ce produit attendu et c'est l'administration fiscale qui va calculer le taux, la répartition en fait des points de fiscalité qui vont se rajouter à chaque taux que vous avez déjà voté sur les taxes. C'est un effet levier aussi non négligeable, c'est pas vous qui maîtrisez cette répartition. Notamment sur la CFE, c'est-à-dire que la GEMAPI, les entreprises vont aussi y contribuer. Donc, il y a une vigilance aussi à porter la taxe. C'est pour ça qu'il y a
À ma connaissance, il y a à peu près la moitié des EPCI qui ont levé la taxe, qui ont institué la taxe, parce qu'elle a aussi des effets. Elle doit être anticipée et intégrée à la politique locale. Elle n'est pas anodine. C'est pour ça que aujourd'hui, et ça vient essentiellement surtout des territoires, de dire c'est très bien la GEMAPI, la protection des inondations, c'est très bien, mais les moyens à mettre en face, ils sont très faibles et la taxe ne permet pas de couvrir la totalité du besoin, notamment en termes de protection des inondations. Et la taxe peut avoir des effets induits qui ne sont pas forcément souhaités par vous élus ou vous territoire. Et donc, vous êtes un peu sans outils fiscaux, sans moyens de financement de cette compétence qui vous engage à terme. Et ça, c'est pas le paradoxe, mais le constat actuel. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'évolutions, pas beaucoup de perspectives qui vont vous apporter des réponses positives. Les moyens sur cette compétence-là restent relativement limités et l'État garde en tête que de toute façon, vous avez la taxe, vous avez qu'à lever la taxe. Alors, je ne sais pas, ce sera intéressant d'avoir un retour d'expérience différent, mais c'est souvent en fait ce qu'il dit sur les territoires et ce qui vous met dans une situation parfois compliquée parce que la taxe, de toute façon, par endroit, hein, ne permet pas de financer un programme d'investissement, surtout quand on gère le système d'endiguement ou des ouvrages hydrauliques qui par eux-mêmes une digue, hein, c'est plusieurs millions d'euros à gérer, pas à construire. En général, on construit plus de digues, mais au moins à gérer. Et ça, c'est relativement important et très impactant sur vos différents budgets. Voilà, à peu près ce que, en termes j'apporte pas forcément ni de bonnes nouvelles ni de mauvaises nouvelles, mais ni de nouveautés à mon sens. Mais certains d'entre vous sont pas forcément toujours au stade ils ont attendu. Et donc l'idée, c'est après d'arriver à trouver les leviers pour surtout ne pas subir cette compétence, s'en saisir en fonction des moyens et des possibilités, et surtout d'évaluer votre capacité d'action, le risque. En fait, ce qui marchait bien dans les conseils qu'on avait et dans l'échange, puisque l'État était présent lors de nos différents échanges, c'était, alors tout dépend de vos relations locales avec eux, mais c'était de dire de toute façon, on peut pas, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous êtes en capacité de faire. Donc à un moment donné, sauf qu'il faut démontrer que vous saisissez de la compétence et que vous arrivez à faire au moins des choses. C'est souvent le leitmotiv qui était apporté sur les territoires. Bon, ça ne règle pas vos différentes questions, mais en fait, la démonstration est il faut pouvoir montrer que vous agissez. Et derrière, il y a de fortes chances que ça change. Il y a déjà eu des gros débats, notamment sur l'outre-mer, notamment avec le chlordécone, puisqu'on sait de toute façon que la DCE, le bon état ne pourra jamais être atteint sur ces territoires-là. Donc il y a des négociations qui sont en cours en parallèle en ce moment et de plus en plus fort jusqu'à 2027. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas espérer une exonération. Ça, c'est une certitude. L'Union européenne est souvent en plus très sévère avec la France en matière de politique environnementale. Surtout sur le droit de l'eau, il faut savoir qu'on a le droit le plus ancien et que la DCE a été calquée sur le nôtre. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a des évolutions potentielles à trouver. Bon, 30 minutes, c'est assez court pour Eh ben, répondre mais à tout c'est ça. parfait, un timing parfaitement respecté. Merci beaucoup pour cette intervention. Encore une fois, comme vous le disiez, 2027, c'est demain. Donc effectivement, les questions que vous avez soulevées et les différents modèles d'organisation à mettre en place sont urgents. Donc voilà, c'était un sujet véritablement important à traiter aujourd'hui. Je ne peux que vous inviter à venir participer à la formation qu'organise Christophe Vorva sur ce sujet. Nous avons un certain nombre de questions. On a beaucoup parlé effectivement de l'Union européenne, des taxes qui pouvaient être prélevées, payées. Donc c'est surtout là-dessus effectivement que se posent les questions. Est-ce que vous en savez plus, Monsieur Barbara, sur les participations au paiement des amendes de l'Union européenne, car finalement, ça pourrait être une menace qui incite les activités à l'action, sachant que les travaux sur la GEMAPI sont toujours sur des échéances assez longues.
Oui, alors ce qui est sûr, le mécanisme est en place et à chaque fois qu'on interroge, y compris les parlementaires et le gouvernement, pour l'instant, il n'y a aucune intention de revenir dessus. Par contre, ils s'en vantent pas, hein, c'est-à-dire l'article 112 de la loi NOTRe est explicite sur le sujet. Dans la mesure où une collectivité aura la compétence GEMAPI et qu'elle n'aura pas atteint le bon état sur son territoire, elle sera mise à contribution au paiement de l'amende de l'État français vis-à-vis de l'Union européenne. Ça, c'est une certitude et c'est ce que confirme aussi la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, ça, c'est un principe qui est dans la loi depuis 2014 et 2016. La clé de répartition n'existe pas. C'est là où il y aura des débats et c'est là où j'invite tous les territoires à anticiper le sujet, à commencer à en parler avec leurs représentants, leurs parlementaires locaux, etc., pour ne pas attendre 2027 et faire les choses dans la précipitation. Il y a plusieurs cas de figure qui existent, notamment, j'ai pris volontairement le cas du chlordécone. Hein. Là, pour le coup, c'est l'État, une politique de l'État qui qui, dans le cas notamment des plantations bananières, a fait en sorte qu'à institutionnaliser l'usage du chlordécone sur ces territoires-là. Et donc, de fait, la collectivité n'avait aucun levier. En plus, le chlordécone, son temps de retour à la normale dans l'environnement est de plusieurs siècles. Donc, on sait très bien que 2027, c'est pas possible. Et là, c'est l'État lui-même qui est responsable. Il y a d'autres cas de figure particuliers sur certains territoires où effectivement la qualité de l'eau relève d'une politique de l'État, de stratégie de développement industriel, etc. Donc, il n'y aura pas d'exonération, à mon sens, possible parce que c'est inscrit dans la loi depuis un certain temps et que c'est une volonté commune, Union et France, depuis peu importe les gouvernements, etc. Par contre, le débat qui aura lieu, qui sera nécessaire à avoir, c'est cette fameuse clé. Sous quels critères et comment on va calculer, un peu comme les CLECT quand vous refaites les attributions de compensation. C'est quels critères on prend en compte pour moduler, modérer cette participation, à ce qu'elle ne soit pas non plus disons, dogmatique. Il n'y a pas de raison. Il y a des territoires qui font énormément d'efforts et c'est très bien. Il y a des territoires qui n'ont pas besoin d'en faire beaucoup parce qu'ils bénéficient d'un contexte local aussi favorable. Donc, à un moment donné, et ça, c'est un sujet qui peut faire grincer, hein, cette fameuse solidarité. Comment elle va se traduire, cette péréquation, comment elle va se traduire. Alors, par contre, il y a un point hein, qu'on a eu confirmation, et de toute façon, ça ne sera pas autrement. L'État français aura de toute façon une part. Ce n'est pas toute l'amende hein, qui va être répartie sur les territoires, ça c'est une certitude. L'État français aura une part, et il y a une autre part qui sera, disons, où les territoires auront une quote-part à prendre. Ça, c'est une certitude. Par contre, Mmh. la clé n'est pas encore faite, et c'est pour ça qu'il faut ça va vite, c'est aussi pour ça que je voulais en parler maintenant parce que souvent on n'en parle pas et on en parlera au moment en fait où ce sujet-là va se poser. C'est dommage. C'est dommage parce que chaque territoire, notamment dans le cadre de cette prise de compétence, a des caractéristiques propres et c'est important de les faire remonter maintenant et que le débat soit apaisé pour trouver des solutions favorables au territoire. Souvent, quand il y a une question de compensation financière, etc., on l'a vu sur les taxes, les territoires sont toujours lésés à terme. Donc il faut pouvoir le faire dès maintenant. Merci beaucoup pour cette réponse. On a également un certain nombre de questions en fait sur les EPTB et une question sur de nouvelles taxes qui pourraient être prélevées par ces EPTB directement pour ce financement et les responsabilités qui pourraient être potentiellement engagées auprès d'un EPCI qui aurait délégué sa compétence à un EPTB. Alors, déjà, pour l'instant, le principe de la fiscalité locale, seul le PCI à fiscalité propre peut lever la taxe, peut instituer la taxe. Donc, les syndicats, mais ça c'est déjà le cas depuis un certain temps, les syndicats ne peuvent pas lever l'impôt. Donc, par contre, dans le cadre des cotisations et des appels de fonds, disons que souvent, alors ça dépend beaucoup des cas de figure en présence, mais souvent, il y a un produit attendu, le syndicat fait la même chose, il informe en amont, normalement en amont, ses différents membres qu'il aura un besoin en financement, et le PCI qui est la collectivité d'origine de la GEMAPI peut lever la taxe pour couvrir tout ou partie de ce besoin en financement qu'il va transmettre aux syndicats. Les EPTB sont des syndicats mixtes, hein, sont sous des formes. Normalement, alors il y a quelques statuts qui ont changé, mais normalement aujourd'hui, les EPTB sont censés être sous statut syndicat mixte. Ils ne peuvent pas lever l'impôt directement.
Je n'ai pas à ma connaissance, et même si on est très innovant en termes de taxes, je n'ai pas à ma connaissance pour l'instant de nouvelles taxes prévues dans le cadre du financement GEMAPI, au-delà des autres taxes possibles qu'on peut réaffecter, notamment les financements de l'agence, dont vous savez qu'ils sont de plus en plus contraints de toute façon. Mais j'ai pas à mon connaissance de nouvelles taxes. En tout cas, c'est pas ce qui se dit dans l'hémicycle, ce qui se dit dans les couloirs du Parlement. Je sais que c'est un sujet, hein, de toute façon, c'est un sujet permanent quand on parle du ZAN, quand on parle de GEMAPI, eau, assainissement, c'est le financement. Et donc souvent, on a tendance à dire compétence, une compétence, une taxe liée à la compétence. A priori, là, il n'y aurait pas d'autres taxes pour l'instant que la GEMAPI. Peut-être d'autres modalités de calcul de la taxe, notamment suite à la réforme de la taxe d'habitation. Alors ça, c'est un mécanisme, comment faire simple quand on peut faire compliqué, avec les rétributions, etc. Il y aura sans doute des modulations possibles de la taxe GEMAPI, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Et les responsabilités de l'EPTB, en fait, sont des responsabilités liées à la... Alors, il y a une différence entre délégation et transfert. Délégation, c'est une convention de délégation. Donc, les responsabilités sont liées à ce qui est écrit dans la convention. L'avantage d'une délégation, c'est qu'on peut y revenir. On peut mettre fin à la convention de délégation. Par contre, le transfert, normalement, il est, j'ai envie de dire, définitif. Alors, on peut toujours revenir en arrière, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et le transfert tout ce qui a été transféré avec la compétence et la responsabilité qui va avec. J'insiste juste que il y a toujours les responsabilités dont on a parlé du maire ne peuvent pas être transférées. Elles restent celles du maire. Celles du riverain aussi. Donc, ce qui est transféré, c'est les responsabilités liées à l'EPCI, essentiellement. Donc, soit c'est le président de l'EPCI à fiscalité propre qui le reste, soit il va partager tout ou partie de cette responsabilité avec ceux avec qui il a transféré ou délégué tout ou partie de sa compétence GEMAPI. Mais alors justement, en tant que maire, si je n'ai pas la compétence GEMAPI, quel est mon rôle? Alors, c'est toute la difficulté dans les territoires, c'est la place du maire. Alors, la place du maire, en fait, de toute façon, en théorie, dans le cas d'une intercommunalité, le maire reste quand même un acteur majeur de la gouvernance intercommunale. En théorie. Après, en pratique, c'est un peu différent en fonction des territoires, mais en théorie, le maire reste un acteur majeur via la conférence des maires, via d'autres instances. Mais ce qui aurait pu être le cas, et c'était le sentiment en 2016, en 2018, pardon, 2018-2020, c'est bon, bah, le PCI gère, moi, j'ai plus rien à faire. En fait, non, malheureusement, non pour les maires. Hein. Le maire reste responsable. Ça veut dire qu'il doit quand même se tenir informé, il doit quand même être vigilant sur ce qui se passe sur son territoire, parce qu'in fine, en cas de problème, il sera mis en responsabilité quand même il n'a plus la compétence directe d'action. Disons que c'est un peu le drame qu'on rencontre sur les territoires, et quand on travaille avec les élus et les maires, ils sont un peu démunis parce qu'ils se disent c'est bien, alors, je suis toujours compétent, c'est très bien, mais je ne peux plus agir. Au-delà de mes propres pouvoirs de police, moi je travaille essentiellement avec le rural, c'est un bien gros mot, hein, le maire me dit mon pouvoir de police, ça me fait une belle jambe, mais bon, je ne veux pas pouvoir en faire grand-chose, et en plus je suis plus maître ni du plan d'investissement, ni de la compétence, etc. D'où cette grande vigilance-là à travailler quand les EPCI, peu importe leur niveau, syndicat mixte ou EPCI à fiscalité propre, sur la GEMAPI, il y a un vrai travail à faire en étroite collaboration avec les élus locaux, avec les maires, pardon. Parce que, in fine, le maire sera responsable en cas de problème, par exemple, je pense surtout au niveau du risque d'inondation. Le maire, en cas de problème, même s'il y a la GEMAPI, même s'il y a un problème sur un ouvrage, de toute façon, alors, la responsabilité pénale du maire, il faut vraiment y aller. C'est-à-dire, c'est une faute délibérée. Mais elle peut quand même être engagée, à minima au moins, en tant que maire, tout simplement. Parce que le maire est tenu par la loi de garantir la sécurité et la salubrité publique sur son territoire. J'ai pas de solution miracle, malheureusement. La seule clé, c'est le travail c'est que les deux soient informés. Et je vois trop souvent sur les territoires, malheureusement, et sans aucun jugement, c'est l'intercommunalité fait ce qu'elle peut au niveau de la GEMAPI. Il y a d'énormes intercommunalités à plus de 150 maires. C'est très compliqué de garder un lien étroit avec ça. C'est à mon sens un vrai sujet. Garder un lien étroit avec les communes. Et souvent, en fait, c'est déconnecté et les communes ne savent même pas ce qui se passe en termes de GEMAPI, etc.
Donc voilà, Ouais, il c'est y a un ça. vrai sujet de gouvernance et de communication et de vigilance aussi. Beaucoup de communes sont propriétaires là je reprends sur la partie GEMA, de milieux aquatiques Mmh. aussi, hein. Et là, Ouais, en tant que ouais. propriétaires, même si elle a GEMAPI, là j'accompagne des communes comme ça, elles me disent oui, mais c'est pas moi, c'est l'Interco. Je lui dis non, là vous agissez pas en tant que commune, Mmh. autorité publique, vous agissez en tant que propriétaire riverain, propriétaire d'un espace, et vous êtes tenu d'en assurer l'entretien. Alors la GEMAPI peut vous aider par des plans de financement, mais vous avez quand même cette obligation. Mmh. Donc on se rend compte qu'il y a aussi clairement derrière, sans doute des problématiques d'assurance des collectivités Oui, gémapiennes, hein, oui, des difficultés à définir le risque associé, à la responsabilité des inondations dont vous venez parler oui. notamment. Mais aussi à la définition finalement du bon état des cours d'eau, sachant que ces dernières années, et cette année encore sans doute, la sécheresse met une bonne partie de l'année en cause sur ce bon état des cours d'eau et qu'on a aussi des exemples de cours d'eau qui sont en mauvais état à cause de rejets d'eau usée urbaine, par exemple, qui vont faire en sorte qu'il sera compliqué d'atteindre ce bon état. Oui, et c'est un peu toute la difficulté. C'est aussi pour ça, d'où l'importance et l'intérêt de ces échanges et de cette formation aussi, puisque la GEMAPI, normalement, ça fait un certain temps qu'elle est censée être instituée, mais on Mmh, voit que en théorie, sur le papier, ça s'entend, ça se présente facilement. En pratique, c'est très compliqué. Malheureusement, en fait, l'argument qui est opposé derrière ça, c'est de dire oui, bon, mais la GEMAPI, elle est récente, mais la DCE, c'est 2000 déjà. Et la directive cadre sur l'eau, c'est 2000. Sa loi de transposition, c'est la loi sur les milieux aquatiques. On est sur 2006 et les lois Grenelle 2010. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça que et le premier échéance, c'était 2015. Les outils de programmation, les outils de planification, pardon, de la gestion de l'eau, nous datent déjà de 1992. Les SDAGE datent déjà de 1992. Les SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, qui sont censés intégrer tout ça, datent d'avant cette mmh, directive cadre sur l'eau. Donc en fait, oui, aujourd'hui c'est compliqué, mais l'administration, y compris surtout l'Union européenne, et je dirais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle ne fera pas de cadeau à la France, parce que contrairement à d'autres qui ont commençaient leur droit de l'eau après 2000, nous, notre droit de l'eau, il avait déjà 20 ans d'existence et nos outils étaient déjà présents. Donc, c'est difficile d'expliquer devant une instance communautaire, de dire attendez, nous, on n'y arrive pas, alors qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on aurait dû, nous, être plus exemplaires et y arriver davantage. Parce qu'on est censé avoir mis les moyens, en théorie, avant. La lutte contre les rejets, normalement, on a la loi de 1976 qui est la loi sur les ICPE, on a la directive sur les eaux résiduaires urbaines qui date des années 90 avec des transpositions. Enfin, c'est là où c'est compliqué. Malheureusement, les élus, les acteurs territoriaux aujourd'hui héritent d'une mmh, situation, d'une inaction potentielle. Je ne porte pas de jugement sur cette inaction-là, hein. Mais le fait est que les résultats, et c'est pour ça que la GEMAPI avait été faite, hein, c'est fort de ce constat-là quand on regarde les rapports, les études d'impact de la loi NOTRe et les rapports parlementaires sur la GEMAPI, l'origine, c'est ça, c'est de se dire, attendez, il y a un truc qui ne va pas, c'est trop dispersé, on va amener une cohérence en passant tout à l'intercommunalité. Alors, je ne suis pas sûr que en faisant comme ça de manière automatique et faisant des grosses intercommunalités, ça marche bien, mais c'était la logique. Donc, il faut vraiment revenir là-dessus et de se dire, aujourd'hui, les territoires, techniques et politiques, héritent d'une situation ou d'une inaction potentielle. Et effectivement, c'est pour ça que je disais, il faut négocier, commencer à négocier tout de suite, parce que faut se rendre à l'évidence, le bon état dans certains endroits ne pourra pas être atteint. Ça, c'est une mmh, certitude. mmh, Et il y a un paramètre sur lequel il faudra justifier et revenir, à mon sens, et produire un peu plus d'analyse, c'est l'impact du changement climatique sur ça. Dans les années 2000, le changement climatique, il faut savoir que on était aux prémices, hein. Le GIEC n'avait que 10 ans d'existence, on n'était pas du tout dans la même logique qu'aujourd'hui. Donc la DCE, elle n'a pas été révisée au regard des enjeux du changement climatique. Donc il y a aussi un levier, je pense, à aller sur ce sujet-là, sur d'accord, mais le bon état qui était visé en 2000, on est en 2000, on est presque 20, plus de 20 ans plus tard. Il y a un paramètre dont c'est pas qu'il n'existait pas avant, hein. Je suis spécialiste en environnement, voilà, le changement climatique était déjà présent avant. Par contre, beaucoup moins visible, ça c'est vrai. Aujourd'hui, il est beaucoup plus visible. Et il a des impacts certes, qu'on avait pu modéliser, mais pas à ce point-là et pas aussi vite.
en termes de raréfaction de la ressource. Donc, nécessairement, ça impacte et ça doit re-questionner cet objectif de bon état. Bien Et sûr. voilà, et je pense que c'est là où ça ne doit pas, comment dire, justifier, légitimer l'inaction ou l'absence d'action d'un territoire, ou le fait qu'ils ne se disent pas, ils se disent: «Bah, de toute façon, moi, j'y suis pour rien». Non, ça doit juste permettre de, pas de gagner du temps, mais de remettre en perspective une action et de re-questionner les objectifs via des objectifs peut-être pas plus réalistes, mais plus cohérents à l'échelle d'un territoire. Voilà, et c'est à ça que servent les sages, d'où je sais que parfois c'est un peu compliqué d'y voir clair sur cette gouvernance de l'eau au niveau local, mais les clés, les commissions locales de l'eau qui animent les sages et le travail sur les SDAG sont révisés tous les 6 ans, donc c'est très cool. Mhm. Et le Mhm. dernier, là, il faut vraiment y participer, il faut vraiment faire remonter ça et ne pas laisser ça qu'aux spécialistes de l'eau. Parce que là, ça concerne tous les territoires et on voit bien qu'il va y avoir à un moment donné euh, une intersection qui risque de pas être très favorable au départ. Mhm. Bah, écoutez, Monsieur Barbara, il va me rester à vous remercier. Si on peut juste passer sur la dernière slide, voilà, qui rappelle que vous pouvez bien évidemment vous inscrire à la formation que Monsieur Barbara anime et sur lesquelles il vous rappelle ses coordonnées également. Mais voilà, on vous sent enthousiaste sur le sujet, pragmatique aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose dans l'air du temps qu'il faut aborder. Et je vous remercie infiniment de nous avoir illuminé, éclairé plutôt sur ces différents aspects. J'espère à tous que vous aurez trouvé un certain nombre de réponses à vos questions. Mais encore une fois, c'est durant l'intervention de la formation de Monsieur Barbara que vous pourrez y voir encore plus clair. Donc, n'hésitez pas. Il me reste à vous souhaiter à tous un très bon appétit et à vous dire à bientôt pour un nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Et encore merci à notre intervenant pour ses Merci propos beaucoup à clairs, vous. limpides. Et Merci, à c'était très avec plaisir. bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.